Bonsoir à tous. Je voulais juste souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, vont nous rejoindre pour cette conférence. Et surtout remercier effectivement José Benavente, donc diplômé Bioforce 93, qui fait la gentillesse donc de nous donner un petit peu de son temps entre deux maintenances d'avion. Il va vous expliquer tout ça. Voilà, un petit peu de son temps pour nous expliquer, j'imagine, très rapidement son parcours, mais surtout voilà, l'aventure humaine qu'il mène au quotidien aujourd'hui, donc à travers l'ONG Pilote Volontaire qu'il a fondé il y a 3 ans maintenant, je crois, hein, premier vol en 2018. Voilà, donc ONG qui vous parlera, dont l'objectif est de porter secours aux embarcations qui tentent l'aventure de traverser la Méditerranée. Voilà, mais comme tout humanitaire, ce qui est important, c'est à la fois de porter assistance, mais aussi de témoigner d'une situation qui bien souvent passe loin des radars. Et donc, voilà, on a la chance d'avoir José qui, à la fois, peut nous raconter son aventure, mais aussi de témoigner d'une situation qui est toujours aussi dramatique dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'est pas seulement un lieu de vacances, c'est aussi des drames qui s'y jouent tous les jours. Et voilà, je voulais vraiment remercier José pour son temps et ce témoignage. Et voilà, je vous souhaite une bonne conférence et nous sommes tous à l'écoute, José. C'est à toi. Merci beaucoup. La première chose déjà, c'est la moindre des choses que je pouvais faire, donc de participer. Je suis ravi évidemment d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Comme tu le disais, Gilles, en gros, nos missions, elles sont censées se dérouler donc sur l'île de Lampedusa, puisque c'est de la compare pour nos missions. Et je suis en gros dans l'obligation de rentrer toutes les 100 heures, puisque toutes les 100 heures, on doit effectuer la maintenance de l'avion. Et je mets justement à profit ces quelques jours avant de repartir pour pouvoir partager, rencontrer des gens et expliquer effectivement plus. Alors évidemment, j'imagine que ce soir, il y aura sûrement des questions sur comment on fait tout ça, mais pour moi, il est clair que le plus important, c'est finalement pas ce qu'on fait, mais pour qui on le fait et pourquoi. Donc je pense qu'on aura l'occasion justement d'y revenir dans les écoute, sinon, écoutez, plus exactement, mon parcours, je ne vais pas vous en parler très longtemps. Je suis effectivement de la promotion 93. À la fin de la formation, je suis parti assez vite en mission, même un petit peu avant la fin de la formation. Vous m'aviez à l'époque autorisé cette dérogation. Bref, je ne vais pas en parler beaucoup parce que finalement, je trouve que Marie l'a très bien résumé dans le petit mot qu'elle a envoyé à tous. Et puis, quant aux actions de pilote volontaire, vous en avez eu un aperçu dans la petite vidéo qui a été également envoyée à tous. Et l'idée, ça serait de pouvoir consacrer un maximum de temps à expliquer le contexte dans lequel on intervient, pourquoi on le fait, et bien entendu laisser la plus large place possible à toutes les questions que les participants pourraient vouloir me poser. Voilà. Donc peut-être du coup, je reprends simplement un résumé des actions. Hein. Donc, les actions de pilote volontaire, elles se passent aujourd'hui en Méditerranée centrale pour une raison simple, c'est que les tentatives de traversée vers l'Europe depuis la Libye en particulier sont parmi les plus dangereuses, les plus improbables et surtout les plus meurtrières, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie depuis une vingtaine d'années environ. Et comme tu le disais, Gilles, malheureusement, les drames se poursuivent au quotidien. C'est encore le cas là. On est en train de vivre une situation particulièrement exceptionnelle ces derniers jours où parce que les conditions météorologiques sont relativement propices à des tentatives de traversée, eh bien, un grand nombre d'embarcations ont pris la mer ces derniers jours et donc forcément se sont retrouvées en très grande difficulté assez rapidement une fois arrivées en haute mer. Donc cette situation, elle dure déjà depuis un certain nombre d'années et elle risque malheureusement encore de durer. Donc l'objectif de l'association, c'est
soutien d'observation aérienne, entre autres aux bateaux d'ONG qui se sont mobilisés depuis 2015 maintenant dans cette partie-là de la Méditerranée pour venir au secours de ces personnes. Et comme je le disais dans la vidéo, on n'a absolument rien inventé. On sait pertinemment que le meilleur moyen de retrouver des gens en détresse en mer, c'est d'associer des moyens aériens et des moyens maritimes. Malheureusement, les moyens aériens qui sont déployés aujourd'hui dans cette partie-là de la Méditerranée sont des moyens aériens déployés par l'agence Frontex, qui n'a pas pour objectif de sauver des vies, mais de repérer ces embarcations afin de les signaler aux gardes-côtes libyens et pour que ces personnes soient reconduites sur le territoire libyen. Donc on parle plus d'une opération de police que d'une opération de sauvetage. Et le but de pilote volontaire, eh bien, c'est évidemment de repérer ces bateaux, si possible, de les signaler lorsque des bateaux d'ONG sont présents. Malheureusement, on en parlera sûrement aussi, mais les bateaux d'ONG, comme ceux qui s'intéressent un petit peu à cette question le savent, ont été extrêmement entravés toutes ces dernières années, rencontrent d'énormes difficultés pour être présents en mer. Mais notre objectif, évidemment, c'est d'essayer de leur apporter en priorité cet appui d'observation aérienne de manière à ce qu'ils puissent procéder au secours et donc ensuite que ces personnes soient débarquées dans un port sûr, comme le stipule le droit maritime international. Finalement, nous, la seule chose qu'on demande, même si bien sûr on a des convictions à titre personnel sur tout ce qui se passe là-bas, c'est qu'à minima, les conventions internationales, comme celle du droit maritime international, comme celle de 1951 sur le droit des réfugiés, soient respectées, c'est tout. Maintenant, c'est vrai qu'en commençant ces actions qui avaient donc pour but de repérer les bateaux à minima, on s'est rendu compte que notre présence, elle avait aussi un intérêt en termes de témoignages, en termes de documentation de ce qui se passe justement dans cette partie-là de la Méditerranée. Et on s'est même rendu compte que dans certains cas, notre simple présence finalement en tant que témoin gênant, hein, tout simplement, elle a pu infléchir le cours des événements. On était en capacité d'éviter des situations de refoulement parce qu'on était là et qu'on allait les documenter, quoi. Voilà, je ne veux pas faire plus long à ce stade. Encore une fois, j'aimerais vraiment pouvoir répondre au maximum de questions s'il y en a, mais bien sûr, je développerai si nécessaire. Peut-être, José, tu peux nous décrire un petit peu en quoi consiste une mission au quotidien. Je crois tu as toute une équipe. Voilà, le rôle un petit peu de ton équipe et du coup, voilà, comment se passe une mission ou un vol en particulier Oui, d'accord. Alors, comme je le disais, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir assurer une présence la présence la plus constante possible depuis l'île de Lampedusa, puisque d'un point de vue opérationnel, une fois qu'on décolle de l'île, il nous faut environ une trentaine de minutes pour arriver on commence la recherche de façon active, on va dire. Donc, effectivement, tu fais bien de le rappeler, Gilles, c'est une équipe composée d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Et même si son nom ne l'indique pas, du coup, le travail le plus important, c'est pas finalement celui du pilote et de l'avion. Finalement, l'avion et le pilote ne sont qu'un outil. En tout cas, c'est en ce qui me concerne toujours comme ça que j'ai abordé l'aéronautique. Pour moi, ça ne fait pas de sens de voler si c'est pas utile. Donc voilà, je tenais à le rappeler. Donc l'avion est évidemment là où les pilotes qui volent à bord sont les outils et le plus important, c'est finalement le travail que font les observateurs qui montent à bord de l'avion. Également l'agent de liaison, je vais en parler un petit peu, qui reste lui au sol. Et donc le travail de préparation en amont qui se fait avant de partir en vol, et puis le travail qui se fait aussi après la mission d'observation. Donc en gros, une fois qu'on est basé à Lampedusa avec une petite équipe opérationnelle de 4 à 5 personnes, on va dire entre 3 et 5 personnes généralement, eh bien, nous, les seules informations qu'on a dans la plupart du temps concernant les départs, c'est donc on n'en a pas à vrai dire, sauf de temps en temps, et ça arrive assez fréquemment quand même depuis déjà quelques temps, via la plateforme téléphonique Alarmphone, on en parlera peut-être, qui réceptionne des messages en fin de compte d'alerte quand les gens ont la possibilité de le faire, ce qui est loin d'être la règle. Mais bref, à défaut d'informations, nous, ce qu'on va observer, ce sont les conditions météorologiques au bord tout le long de la côte libyenne, et principalement, on va dire, entre 50 et 80 km à l'est, puis à l'ouest de Tripoli.
Et lorsqu'on étudie donc ces conditions météorologiques, en l'occurrence la hauteur des vagues et la force et direction du vent, on va en déduire si les conditions sont propices ou pas à une tentative de traversée. Donc ce travail se fait quasiment en permanence, particulièrement la veille d'un vol potentiel. Et donc si on constate que les vagues sont relativement basses et que le vent contraire n'est pas trop fort, on craint effectivement qu'il va y avoir des tentatives de traversée et on décide à ce moment-là d'effectuer une mission le lendemain. Voilà en gros comment se passe déjà la prise de décision de partir ou de ne pas partir en vol. Ensuite, lorsqu'on part le matin en vol, eh bien, on se prépare à des vols qui peuvent durer entre 5 et 7 heures. Et pendant 5 à 7 heures, on va là aussi en amont préparer un parcours sur la base des informations météo et qui nous paraissent, voilà, on va essayer de couvrir une zone qui nous paraît propice aux tentatives de traversée. Et pendant ces 5 à 7 heures, eh bien, on va beaucoup observer à l'extérieur, à la jumelle, hein, on n'a pas d'autres moyens pour le moment, et on va essayer de repérer des bateaux qui potentiellement voilà, ressemblent à des bateaux chargés de personnes exilées et qui vont soit déjà qui vont déjà être en situation de détresse extrême, ou alors qui à un moment ou un autre vont s'y retrouver parce que, encore une fois, ces bateaux ne sont absolument pas prévus pour une traversée quelconque. La plupart d'entre eux n'ont pas suffisamment de carburant pour arriver à une quelconque destination. Donc on sait que fatalement, ces bateaux, à un moment, vont se retrouver en difficulté. Parfois, sans le savoir, ils s'approchent de conditions en mer beaucoup plus dures que celles qu'ils ont pu rencontrer au moment du départ. Ces bateaux, encore une fois, ne sont pas du tout adaptés, surchargés. Bref, c'est très compliqué. Voilà, donc lorsqu'on repère ces bateaux, eh bien, on a des obligations. On ne peut pas coordonner en direct avec des bateaux d'ONG si tant est qu'il y en ait présents au moment de nos missions. C'est ce qu'on souhaite évidemment et c'est ce qui s'est heureusement produit assez régulièrement ces derniers mois, mais on n'a donc pas la possibilité de coordonner en direct avec eux. On a l'obligation de passer par les centres de coordination des secours en mer et c'est là que les choses se compliquent un petit peu parce que là encore, on parle donc des centres de coordination de secours en mer maltais, italiens et pire dans certains cas libyens. Et je l'expliquerai pourquoi parce qu'en gros, la Libye passant par une période extrêmement troublée de son histoire, elle n'a évidemment pas la capacité d'assurer la coordination et la coordination des secours en mer. Et puis, dans tous les cas, de toute façon, elle ne peut pas remplir une des conditions qui est essentielle, c'est de ramener les gens dans un port sûr, puisque malheureusement, ce territoire n'en offre pas déjà depuis un certain temps, puisque c'est un pays en guerre. Mais malgré tout ça, on a l'obligation, nous, aujourd'hui, de contacter ces trois entités en espérant qu'elles fassent le nécessaire pour organiser les secours dans les plus brefs délais. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, nous, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ce soit… Alors, les gardes-côtes libyens ne nous répondent quasiment jamais, ni par mail, ni par téléphone. Donc, on envoie systématiquement le message de détresse au centre de secours et de coordination italien et maltais. Et là, on sait que ces centres de secours, en fin de compte, transmettent les informations aux gardes-côtes libyens de façon à préparer des interceptions et des retours sur le territoire libyen. Et cette situation se produit même lorsque des embarcations ont réussi à atteindre la zone qui est sous responsabilité maltaise. On en a encore été témoin il y a quelques jours. Donc même quand les bateaux se retrouvent dans la zone qui normalement est sous la responsabilité maltaise, et bien là on voit que les Maltais, grâce encore une fois au soutien aérien également des avions de l'agence Frontex, eh bien, vont donner des instructions pour que les gardes-côtes libyens viennent les chercher même dans la zone qui normalement dépend d'eux. Voilà en gros comment se passent nos missions. Au retour de mission, on fait évidemment un petit débriefing. On essaye de faire le point du nombre d'embarcations qu'on a trouvées, celles pour lesquelles on sait qu'elles vont être malheureusement ramenées en Libye. Quand c'est le cas, on a des contacts avec certaines organisations présentes sur le territoire libyen. Je pense à IOM en particulier, à MSF également, qui vont tenter de leur côté du coup d'être présents au moment des débarquements pour essayer d'apporter une assistance et si possible essayer de voir ensuite ces gens quand ils seront la plupart du temps emmenés dans les centres de détention. Et puis, quand il y a évidemment des bateaux d'ONG, eh bien, certains s'engagent quelque part une course de vitesse à ce moment-là entre les bateaux des gardes-côtes libyens qui malheureusement sont beaucoup plus rapides et les bateaux d'ONG. Et notre souhait, bien entendu, c'est qu'ils arrivent avant eux et qu'ils puissent les secourir voilà, déjà de façon extrêmement professionnelle parce que
le secours en mer est quelque chose qui ne s'improvise pas, et surtout dans les conditions très particulières dans lesquelles se tentent ces traversées en Libye. Et puis, bien entendu, dans un deuxième temps, que ces gens soient encore une fois débarqués dans un port sûr, ce qui est le minimum. Voilà, en gros. José, est-ce que tu aurais la possibilité de revenir un petit peu sur la genèse du projet, savoir en quelle année c'était, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager sur ce projet? Est-ce que tu étais seul au départ? Est-ce que tu as intégré une équipe qui existait déjà? Est-ce que ça s'est structuré autour de toi? Oui, oui, bah écoute, oui, je peux parler effectivement un petit peu de la genèse du projet. Eh bien, à vrai dire, il est pas la genèse du projet, maintenant que enfin, ces derniers temps, j'y réfléchis pas mal, et je me rends compte que oui, physiquement, l'opération, elle a commencé en 2010, en 2018, j'y reviendrai. Mais finalement, la prise de conscience de ce qui se passait en mer, et en l'occurrence à l'époque, et même encore aujourd'hui, malheureusement, au niveau en Atlantique, en fin de compte, au niveau des îles Canaries, bah, finalement, cette situation, je la découvre un petit peu lors de ma première mission en Sierra Leone en 94, et puis dans les années qui vont suivre, un peu au Libéria et en Guinée, quelques années dans ce secteur-là à travailler, donc après avoir fini ma formation à Bioforce. Et je me rappelle qu'à cette époque déjà, il y avait des naufrages qui m'avaient interpellé. Il y avait eu quelques naufrages qui avaient été médiatisés sur des tentatives de traversée au départ du Sénégal, de la Gambie ou du Maroc vers les îles Canaries, et qui s'étaient soldés par des catastrophes humaines, évidemment, avec un grand nombre de morts. Et c'est vrai que déjà à l'époque, ça m'avait beaucoup interpellé. Et puis je m'étais dit, mais c'est pas possible qu'on puisse ne rien faire. Et c'était resté dans un petit coin de ma tête, quelque part, choqué évidemment par le constat qui était déjà fait à l'époque. Quelques années plus tard, on a aussi, au travers des médias, entendu un peu plus parler de ces bateaux qui partaient là aussi encore du Maroc ou de l'Algérie, mais principalement du Maroc, à destination de l'Espagne, pour le coup de la péninsule, et là aussi qui se soldaient très souvent par des drames. Donc voilà, tout ça, c'était quelque part resté dans un petit coin de mon esprit. En 2014-2015, lorsque les tentatives de traversée se sont fait beaucoup plus nombreuses, qu'il y a eu là aussi un certain nombre de drames, de naufrages absolument catastrophiques, avec des centaines de décès parfois, là, tout ça est revenu quelque part un peu dans mon esprit. J'étais à ce moment-là sur le terrain au Sud-Soudan. Je travaillais donc pour le CICR, donc à l'organisation des opérations aériennes humanitaires, et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu de plus près à cette situation. En 2015, j'ai appris évidemment la naissance d'un certain nombre d'ONG, je pense à SOS Méditerranée en particulier aujourd'hui, mais à d'autres également, qui, face à la multiplication des drames, en fin de compte, en face des côtes libyennes, ont tenté de se mobiliser, de mobiliser des bateaux pour essayer de faire du secours. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, ces bateaux doivent très certainement rencontrer des difficultés en termes d'observation, parce que d'après ce que j'avais lu, ben, l'observation se faisait depuis la passerelle des bateaux à la jumelle. Et je me suis dit, parce que j'ai à une époque aussi un peu, peut-être très difficile de repérer ces petits bateaux qui flottent au ras de l'eau, qui peuvent se retrouver très rapidement cachés entre deux vagues. Et je me suis dit que ça devait relever un petit peu de la chance de pouvoir les repérer, ou alors du nombre, évidemment, puisque quand il y en a beaucoup, les probabilités de les voir augmentent. Et en gros, à partir de là, j'ai commencé à me poser un petit peu plus de questions. Et puis à un moment, j'ai décidé d'essayer de prendre contact avec ces ONG, avec les membres de ces ONG bateaux, pour justement leur demander si effectivement ils rencontraient des difficultés, ou bien s'ils avaient solutionné le problème d'une manière ou d'une autre. Et lorsque j'ai établi ces premiers contacts avec ces responsables d'ONG, je repense encore à SOS Méditerranée, mais je pense également aux Espagnols d'Open Arms, eh bien toutes m'ont confirmé qu'elles rencontraient beaucoup de difficultés, et qu'un soutien d'observation aérienne, en l'occurrence indépendant, et qui soit sensible évidemment au travail qu'ils faisaient eux, eh bien, serait plus que bienvenu. Donc à partir de là, j'ai commencé à penser à des solutions, et à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, en fait, tu es arrivé en complément d'une organisation maritime qui existait déjà pour apporter voilà, une pierre complémentaire à l'édifice. Exactement, exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à partir de là, j'ai commencé à parler du projet, enfin de l'initiative autour de moi, quelques amis. J'ai commencé à constituer une équipe, et puis c'est comme ça qu'on a pu démarrer au tout début en 2018. Et puis
Et puis voilà, et puis 3 ans plus tard et un peu plus de 150 vols plus tard, eh bien, on a repéré plus de 150 bateaux en grande détresse et avec à leur bord, on arrive maintenant au chiffre de pas loin de 10 000 personnes, quoi. D'accord. La question qui vient tout de suite à l'esprit quand on entend parler de surveillance aérienne, d'un avion, des maintenances, c'est le coût, c'est le financement de toutes ces opérations. Vous aussi, votre hébergement, la vie du quotidien, comment est-ce que vous financez tout ça? Alors oui, oui, tout à fait, c'est au cœur de tout. Alors au tout début de l'initiative, certaines personnes avec qui m'ont rejoint sur le projet avaient quelques économies et j'en avais aussi. Et quand on les a mis ensemble, on a été en gros en capacité de rassembler 130 000 euros. Et cette somme nous a permis au tout début de démarrer dans les plus brefs délais sans rien avoir à demander à personne, même si on savait que que ça allait pas durer. Mais en gros, cette somme de départ qu'on a pu rassembler sur fonds propres, elle nous a permis d'acheter l'avion, de faire quelques modifications techniques pour pouvoir réaliser les missions qu'on avait à faire. Elle nous a permis de convoyer l'avion sur place et ensuite, on avait de quoi faire à peu près 5 à 10 vols d'observation. Et ensuite, si on n'arrivait pas à lever des fonds supplémentaires, l'opération aurait dû s'arrêter là. Mais le pari que j'ai fait dès le début, c'est que justement, si on arrivait à démontrer que non seulement c'était possible, mais nécessaire, que derrière, on serait suivi. Et c'est ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'à partir du moment où on a commencé les premières missions, on a essayé de trouver des soutiens au travers des médias pour expliquer ce qu'on faisait et surtout, encore une fois, pourquoi on le faisait et pour qui on le faisait. Et là, on a bénéficié d'une certaine médiatisation au tout début du projet, ce qui nous a permis de lever des fonds privés pour aller au-delà de ce qu'on avait, nous, été en capacité d'autofinancer au début. Et puis après, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, on va dire, une occupation quasiment à plein temps, même si on ne peut pas y consacrer malheureusement justement un plein temps aujourd'hui, mais on est en permanence à la recherche de fonds. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est vrai qu'il y a eu donc ce soutien financier de donateurs privés au tout début qui nous a permis de réaliser un certain nombre de vols et puis du coup là encore de démontrer que c'était une nécessité, qu'il fallait absolument continuer. Les ONG bateaux qui, dès le début de l'initiative, en fin de compte, auraient souhaité pouvoir nous soutenir, puisqu'ils avaient bien compris qu'on allait quelque part faire le boulot pour qu'eux soient plus efficaces aussi. Malheureusement, très peu d'entre elles ont été en capacité de nous soutenir, même si toutes avaient l'intention de le faire, parce qu'elles rencontrent aussi, elles, des difficultés pour lever des fonds et faire naviguer leurs bateaux. Mais du coup, on a pu bénéficier du soutien financier donc d'SOS Méditerranée. Et plus récemment, on a pu également, avant même d'ailleurs qu'ils arrivent en mer avec leur propre bateau depuis maintenant quelques jours, ils étaient, comme certains d'entre vous le savent peut-être, présents au niveau de la prise en charge médicale à bord du bateau d'SOS Méditerranée. Et voyant finalement le travail qu'on était en capacité de réaliser, eh bien, nous ont aussi soutenus. Donc en gros, nos financements pour le moment, ça a été des organisations internationales comme MSF et comme SOS Méditerranée, des fondations également, et privées. Mais bien sûr, ça a un coût. On parle d'un budget, en fin de compte, juste pour les opérations d'environ 300 000 euros par an pour pouvoir réaliser une centaine de vols. Mais bien entendu, on aimerait pouvoir en faire plus si on a plus de moyens. Et puis à terme, on aimerait aussi arriver à rémunérer les gens, parce que pour le moment, on est tous bénévoles et personne n'est rémunéré. Donc en gros, si on veut constituer une petite équipe qui sera partiellement rémunérée, particulièrement pour ceux qui s'engagent sur des périodes assez longues, justement au niveau opérationnel, tout en continuant à s'appuyer sur des bénévoles, il nous faudrait en gros environ 500 000 euros par an si on voulait fonctionner correctement. Parce que c'est vrai que c'est dur. C'est pas évident, quoi. Un des problèmes qu'on rencontre, c'est que là, depuis la reprise avec notre nouvel avion en décembre dernier, on a pu reconstituer une équipe solide qui s'est engagée sur des longues périodes et qui va continuer à s'engager dans les mois qui viennent. Mais voilà, quand on n'a pas la possibilité de rémunérer les gens, les gens ils doivent quand même arriver à trouver d'autres petits boulots pour pouvoir, pour pouvoir vivre aussi, quoi. Donc notre objectif aujourd'hui, il est clairement d'arriver à lever des fonds supplémentaires au-delà de ce qu'on a besoin pour les opérations, pour pouvoir fidéliser une petite équipe
qui à terme finira par capitaliser de l'expérience, parce que là encore, on en parlera sûrement, mais c'est essentiel en fin de compte. La capitalisation de l'expérience dans notre contexte, elle est essentielle. Bien comprendre tout ce qui se passe à terre, bien comprendre ce qui se passe au niveau des bateaux, et également pendant les missions, apprendre à repérer ces tout petits bateaux, c'est pas du tout évident au début. Donc, on peut pas se permettre de fonctionner avec un grand nombre de bénévoles qui se succéderaient sur les missions, parce que d'une, voilà, en termes d'efficacité opérationnelle, c'est pas idéal. Et puis en plus, bien entendu, ça a un coût, parce que entre un bénévole qui vient pendant un mois, ce qui dure c'est à peu près la durée de nos missions, et 4 ou 5 bénévoles qui viendraient pour des plus courtes périodes d'une semaine ou moins, bien évidemment, il faut déplacer tous ces gens, ça a un coût et c'est pas souhaitable. Donc il y a évidemment le côté financier, mais au-delà du côté financier, je tiens à insister sur le fait qu'il y a vraiment le problème de la capitalisation d'expérience, et plus on a des équipes qui restent longtemps et qui finalement capitalisent de l'expérience, c'est vraiment très important. Okay. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être, José, parce que tu mentionnais l'importance du relais avec les bateaux et les organisations. Moi, du coup, au final, j'ai pas très bien compris comment ils arrivent en fait à devancer les gardes-côtes, enfin les navettes libyennes ou autres. Comment finalement vous arrivez à travailler ensemble pour faire qu'il y ait une assistance décente? Ouais, alors c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et qui pourrait être résolu si à un moment le nombre de bateaux d'ONG augmente. Mais c'est aussi pour ça que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui bloqués à quai. Il n'y a pas de mystère. Donc du coup, pour répondre à ta question, ce qui va se passer, c'est que nous, quand on envoie ce message au centre de coordination des secours en mer, comme je le disais tout à l'heure, on a l'obligation de le faire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer le même message en copie ouverte, en copie transparente, aux organisations qui sont présentes également en mer à ce moment-là, avec un bateau. À partir du moment où on fait ça, en toute théorie, les centres de secours devraient officiellement attribuer le cas de secours à un bateau d'ONG, puisqu'ils sont encore une fois les plus à même d'intervenir. Mais comme la volonté n'est pas de sauver des vies, mais de faire en sorte que ces gens soient interceptés et ramenés en Libye, c'est là que la course s'engage. Qu'est-ce que peut faire le bateau d'ONG dans une telle situation s'il ne se voit pas officiellement attribuer le cas de secours? Eh bien, personne ne l'empêche finalement de s'en rapprocher pour se faire lui-même une idée de ce qui est en train de se passer. Et s'il estime effectivement que la situation est dangereuse, eh bien, il a l'obligation, pour le coup, étant à proximité, d'intervenir immédiatement. Et c'est comme ça, en fin de compte, que se passent les choses. C'est une manière un petit peu de détourner, de contrer la volonté de procéder avant tout à des interceptions. Donc, lorsqu'on lance le message de détresse, le message d'alerte au centre de secours, les ONG présentes reçoivent également ce message. On leur donne aucune instruction, bien entendu, on n'en a pas le pouvoir et on le fera de toute façon, mais libre à elles, lorsqu'elles reçoivent ce message en copie, de se rapprocher de la scène de détresse et de faire ce qu'ils ont à faire s'ils l'estiment nécessaire à un moment. Voilà comment les choses se passent. Mais c'est clair que du coup, pour vous donner un ordre d'idée, les bateaux des gardes-côtes libyens se déplacent à environ 25 nœuds à l'heure. Un bateau d'une ONG, la plupart du temps, à pleine vitesse, leur vitesse c'est 10 nœuds à l'heure. Donc évidemment, si le bateau de l'ONG est trop loin de l'embarcation en détresse, il y a toutes les chances pour qu'ils n'arrivent pas avant les gardes-côtes libyens. Mais dans certains cas, et heureusement ils se produisent assez régulièrement quand même, eh bien ils sont suffisamment proches pour arriver les premiers. Et dans ces cas-là, eh bien voilà quoi, le secours va pouvoir se faire dans le strict respect du droit maritime. Voilà en gros comment tout ça se passe. Très brièvement là-dessus, donc évidemment, quand il n'y a qu'un seul bateau dans une zone qui est relativement grande,
c'est compliqué et ça limite les probabilités que ces bateaux soient effectivement récupérés, ces bateaux en détresse soient récupérés par des bateaux d'ONG. Mais évidemment, s'il y avait plus de bateaux présents, eh bien, ils seraient en capacité de couvrir une zone un petit peu plus large, de raccourcir les distances potentielles entre les bateaux en détresse et eux, et augmenter le nombre de secours. Et ça, pour nous, évidemment, c'est la raison pour laquelle les autorités italiennes et autres font en sorte de les empêcher de prendre la mer le plus possible pour justement éviter qu'il y ait trop de bateaux d'ONG et qu'au final, les secours soient plus efficaces. C'est aussi simple que ça, malheureusement. C'est aussi cynique et lamentable, mais c'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais encore des questions. Bien sûr. Non, mais José, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés, mais ce qui est aussi peut-être avoir ton expérience ou ta vision sur les actions de prévention, comment on peut faire pour éviter ces drames en Méditerranée, autour de la sensibilisation, ou autour des personnes qui veulent tenter l'aventure, autour de la gestion de ces trafics de passeurs. Enfin, comment vous travaillez avec les organisations aussi, peut-être en prévention de ce qui se passe en Méditerranée? Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de travailler sur l'aspect prévention, en fin de compte. On a juste la capacité opérationnelle d'essayer de faire un maximum de vols pour essayer de repérer ces bateaux, mais on n'a pas la capacité de travailler sur la partie prévention. On sait qu'il y a des organisations qui travaillent à ces questions-là, qui tentent de sensibiliser dans les pays d'origine, sur le risque déjà de traverser souvent du désert, parce que finalement, nous, on essaye de les retrouver en mer, mais on sait que la situation dans le désert, elle est aussi extrêmement compliquée. D'ailleurs, à un moment, on s'était posé la question d'essayer de mobiliser un avion pour effectuer finalement des vols un peu similaires, mais au-dessus du désert, pour essayer de repérer des camions ou des véhicules qui tomberaient en panne en plein milieu et qui seraient déjà justement sur le chemin de l'exil. On sait là aussi, on n'a pas de chiffres précis, mais on sait qu'il y a un nombre considérable de gens qui perdent la vie déjà dans le désert avant même d'arriver au bord de la Méditerranée. Mais bref, pour répondre à ta question, non, malheureusement, nous, on n'a pas les moyens de travailler sur l'aspect prévention. Et puis après, c'est quand même quelque chose, comment dire, c'est un sujet sensible, hein. Même les organisations qui font ce travail à l'étranger, qui s'appuient souvent d'ailleurs sur des personnalités dans tous ces pays pour justement essayer de faire passer le message que la traversée est extrêmement dangereuse et que le parcours va être extrêmement compliqué. Même ces organisations font l'objet de critiques par rapport à ça, parce que c'est facile de dire aux gens n'y allez pas, c'est dangereux. Mais quand on sait que la plupart des gens qui tentent malgré tout cette traversée n'ont pas d'autre choix que de celui de le faire, c'est compliqué d'aller leur expliquer que c'est pas bien et que c'est risqué. Donc ne pas le faire, ça ferait pas de sens non plus. Il est évident qu'il faut essayer d'attirer l'attention sur les dangers. Maintenant, je ne suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu de l'efficacité de ce genre de programme, parce que finalement, ça ne change pas la vie des gens. Et les gens qui, à un moment, vont prendre la décision de s'exiler, ils y ont en général bien réfléchi. Et c'est parce que justement, les situations qui perdurent dans leur pays d'origine n'évoluent pas. Donc, plutôt que de faire de la prévention, bon là on part sur un autre terrain, mais pour moi le seul moyen d'éviter en tout cas de limiter plus exactement, parce qu'on n'éliminera pas, on éradiquera pas les mouvements migratoires, c'est l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est illusoire d'imaginer qu'un jour tout ça s'arrêtera, mais si on veut effectivement limiter le nombre de gens qui vont se mettre dans des situations extrêmement dangereuses, il faut que dans tous les pays d'origine, il faut que dans tous les pays d'où sont originaires ces gens, il y ait à un moment ou un autre des perspectives d'amélioration, des perspectives de développement, des perspectives d'emploi. Et comme vous le savez, parce que j'imagine que ce soir, la plupart des gens qui sont présents
qui sont présents et qui nous écoutent connaissent justement les situations dans tous ces pays, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Pour plein de raisons qu'on pourrait aussi, bien entendu, discuter. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'espoir d'amélioration dans tous ces pays, eh bien, il y aura forcément des gens qui vont tenter d'améliorer leur sort, comme vous le savez sûrement aussi, d'abord en immigrant dans les pays voisins, hein, puisque ça représente plus de 85% pardon, des mouvements migratoires. En général, tous n'ont pas des rêves d'Europe ou d'Amérique. Hein. La plupart du temps, quand on décide d'immigrer, on va dans le pays d'à côté. Si dans le pays d'à côté, c'est déjà un tout petit peu mieux que dans son propre pays. Et puis, si ça ne suffit pas, effectivement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le pays encore d'à côté ou encore plus loin. Et puis, pour certains, on parle d'une quinzaine de pourcents seulement qui ont dès le début, effectivement, l'objectif d'atteindre l'Europe ou en tout cas un pays industrialisé. Donc, la solution, pour moi, elle est très claire. Elle ne passera que par un véritable développement et des perspectives d'avenir dans tous ces pays. Mais malheureusement, on en est loin. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait ma formation à Bioforce en 93. Je suis parti en mission en 94 et depuis, je n'ai pas arrêté. Et malheureusement, il m'est arrivé de retourner 2 fois, voire même travailler 3 fois dans les mêmes pays avec parfois 5, 10 ans d'écart et de constater malheureusement que 10 ans s'étaient écoulés et que les choses n'avaient malheureusement pas changé dans ces pays. Donc, tant que ces situations perdureront, elles créeront des candidats à l'exil. Ce n'est pas possible autrement. Donc, je crains malheureusement, même si depuis le début, nous, on travaille à notre disparition, en l'occurrence, qu'il y ait un véritable dispositif de secours en mer qui soit mis en place par les États, puisque c'est les États qui ont cette responsabilité. Eh bien, nous, on va essayer de faire comme d'autres le font à terre, un peu partout dans le monde. Mais oui, nous, on travaille en tout cas clairement à notre disparition. Une des raisons pour lesquelles on essaye de témoigner sur tout ce qui se passe, c'est parce qu'on espère à un moment que les choses vont changer, qu'à minima, dans un premier temps, les ONG seront autorisées, bien sûr, à travailler, ce qui n'est déjà pas le cas. Mais si un jour elles y parviennent, il ne faut pas que ça dure. Il faut que ce travail soit fait par les États, tout simplement, parce que seuls les États seraient en capacité, enfin pas seuls, puisque du coup, si toutes les ONG qui tentent d'agir en mer n'étaient pas entravées, on arriverait à faire un travail relativement efficace tous ensemble. Mais quand même, quoi, ça, c'est pas censé être notre travail. C'est pas censé être notre travail. C'est le travail des États de secourir les gens en mer. Merci pour ce témoignage, j'adhère. Ces éclairages, justement, peut-être à partir de là, tu peux aussi faire des correspondances avec ce qui se passe peut-être aussi du côté atlantique sur d'autres routes, non? Peut-être profiter de ton expérience et de ta vision sur ce qui se passe sur d'autres routes migratoires avec le même type de danger auquel tu fais face. Alors oui, alors ça c'est un de mes grands regrets. C'est celui de ne pas avoir suffisamment de fonds pour pouvoir démarrer une initiative similaire à celle qu'on est en train de mener en Méditerranée et en l'occurrence là à proximité des côtes des îles Canaries. Là encore, hein, cette route migratoire, elle existe depuis très très longtemps. Elle n'a jamais cessé d'être véritablement active, mais là aussi, les mouvements, eh bien, ils évoluent au fur et à mesure des années, puis ils évoluent également en fonction des entraves qui sont mises sur la route de ces personnes. Et là, malheureusement, depuis déjà un peu plus d'1 an maintenant, cette route migratoire qui consiste à partir la plupart du temps depuis le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Sahara occidental ou le Maroc vers les îles Canaries, a pris beaucoup d'ampleur. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, on compte environ 2000-2500 arrivées sur les îles Canaries. En 2020, plus de 20 000. On est en gros sur un ratio de x8 entre 2019 et 2020. Et évidemment, plus il y a de tentatives et plus il y a d'échecs également en termes de proportion. Donc, on en parle d'ailleurs pas mal ces derniers mois, malheureusement, parce que les drames sont tellement nombreux qu'à un moment, ils ne peuvent plus passer sous les radars et on est obligé d'en parler.
Et aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais au début, mon grand regret, c'est de ne pas avoir de fonds supplémentaires, parce que je suis à peu près persuadé que si on mettait en place une opération similaire au départ des îles Canaries, très forte chance pour qu'on repère également un grand nombre de bateaux qui, à un moment ou un autre, vont se retrouver en détresse. D'ailleurs, à ce propos, il n'est pas impossible qu'à la fin de l'été, parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'y pense très sérieusement et qu'on en discute avec l'équipe, on a l'intention de partir dans les îles Canaries pour y faire une mission exploratoire et effectivement voir si ce qu'on est en train de faire en termes d'observation aérienne en Méditerranée pourrait apporter une valeur ajoutée aux opérations de sauvetage dans les îles Canaries. Donc oui, bien sûr, on s'intéresse à tout ça et on s'intéresse à cette situation, surtout lorsqu'elle est particulièrement dangereuse, parce qu'il y a aussi bien sûr des tentatives de traversée qui se font depuis la Turquie vers la Grèce, mais je dis pas que c'est pas dangereux, mais le contexte est complètement différent. Là, on parle de distances beaucoup plus courtes. En général, les bateaux qui partent, même s'ils sont extrêmement précaires, au départ de la Turquie vers les îles grecques, vers les premières îles grecques, on parle de traversées de quelques kilomètres. Et même si c'est déjà malheureusement suffisant pour se noyer, et ça s'est aussi produit très souvent, il y a des moyens dans dans cette partie-là de la Méditerranée déployés qui permettent on va dire, alors en l'occurrence, qui permettent déjà beaucoup d'interceptions. Donc, il y a moins de morts là. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette urgence, c'est quand même de concentrer les peu de moyens qu'on a dans les endroits les plus dangereux et les plus mortifères. Donc, aujourd'hui, en face de la Libye, mais il y aurait des besoins, aussi à proximité des îles Canaries, c'est sûr. Donc ça, on y travaille, on y travaille. J'ai espoir de pouvoir partir d'ici la fin de l'été, comme je le disais, donc voir d'un peu plus près ce qui se passe là-bas, voir si on sera en capacité de travailler tout simplement, parce qu'il n'est pas certain qu'on soit les bienvenus, même si je suis moins inquiet. On n'a pas du tout les bienvenus, toujours pas d'ailleurs en Méditerranée, ça nous vaut pas mal de soucis qu'on règle à fur et à mesure et qui nous permettent quand même de rester sur zone, mais c'est compliqué, on gêne, clairement on gêne par notre simple présence. Mais voilà, donc on l'a en tête et si à la fin de l'été, on parvient à faire cette mission exploratoire près des îles Canaries et qu'on se rend compte qu'effectivement, le besoin là-bas, enfin si on confirme, parce qu'on en est à peu près sûr que le besoin là-bas est aussi très très important, eh bien on essaiera de lever des fonds, on essaiera de constituer une équipe, on essaiera de lever des fonds, acheter un autre avion et avoir une deuxième base là-bas. C'est notre souhait, ouais, si c'est nécessaire, bien sûr, seulement. Moi, j'ai une question, alors un peu peut-être naïve ou vraiment j'y connais pas grand-chose. Et puis tu as eu l'air d'y faire allusion, mais ça a été un petit peu coupé. Dans quelle mesure votre action de survol, etc., est opposable, je veux dire, par les États ou voilà, j'y connais pas grand-chose en droit aérien ou maritime, du coup, je sais pas dans lequel ça se situe. Est-ce que légalement, c'est une action qui est opposable? Et comme tu dis, vous êtes un petit peu entravé, d'après ce que j'ai compris, mais encore une fois, ça a coupé. Oui, alors, en fin de compte, il y a plusieurs choses. Sur la question du droit maritime international, c'est très clair. Les gens qui sont secourus doivent être débarqués dans un port sûr. Comme je le disais précédemment, la Libye aujourd'hui n'offre pas de port sûr, donc aucun des ports libyens… Je parlais vraiment de l'action de survol, hein. Je ne parlais pas des bateaux. Hein. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'action de survol, il n'y a absolument rien qui nous empêche aujourd'hui, en tant que citoyen, puisque c'est comme ça qu'on se présente au sein de notre association, de déployer donc un avion et d'aller voler au-dessus des eaux nationales. On est aussi dans un espace aérien international, et même s'il est sous la responsabilité partiellement de l'Italie quand on décolle, un peu plus loin de Malte quand on poursuit, et ensuite de la Libye lorsqu'on fait les vols de recherche, on est dans un espace aérien qui, en théorie, ne peut pas nous être interdit. Et comme justement, il ne peut pas nous être interdit, eh bien, les autorités qui ne souhaiteraient pas nous voir présents sur zone trouvent d'autres moyens. En l'occurrence, notre tout premier avion était un avion de type monomoteur
avec un certificat de navigabilité un peu particulier. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais en gros, le certificat de navigabilité d'un avion, c'est un peu comme la carte grise d'une voiture. Il avait donc une carte grise, on va le dire comme ça, un peu particulière. Et ils ont effectivement estimé qu'avec ce type d'avion, eh bien, ce que nous faisions n'était pas possible. Mais c'était écrit nulle part. Et on aurait en théorie volé avec cet avion. D'ailleurs, on avait volé en toute transparence pendant plus d'un an sans que ça pose de problème particulier, sauf quand justement on a commencé à documenter des graves violations du droit maritime international et de la Convention de 51. Puis surtout quand on a commencé à documenter le fait qu'étaient impliqués dans ces graves violations, eh bien parfois des avions de l'armée de l'air italienne, des avions de l'armée de l'air maltaise, les avions affrétés par l'opération par l'agence Frontex. C'est là qu'on a commencé à nous chercher des poux, en gros, quoi. Et encore une fois, si on avait dû aller en justice pour défendre, on va dire, pour être autorisé à continuer nos vols avec notre petit avion, on aurait très certainement gagné le procès. La raison pour laquelle on ne s'est pas engagé dans cette voie, c'est qu'on avait bien compris que de toute façon, le but, ça n'était pas de gagner les procès, mais c'était de faire en sorte que pendant que se déroulait la procédure, on était dans l'incapacité de voler. L'objectif, il était là. C'est d'ailleurs aussi dans les actions qui sont intentées par les États italiens, maltais ou autres envers les bateaux. Aucun, à ce jour, de procès n'a abouti. La plupart sont encore d'ailleurs en train de… voilà, les procédures sont encore en train de se dérouler. Mais voilà, on a bien compris que le but pour ces gens, ça n'était pas de gagner des procès, mais de faire en sorte que pendant que la procédure se déroule, eh bien, les bateaux ne sont pas en mer opérationnelle, et en ce qui nous concerne, notre avion ne l'aurait pas été non plus. Donc, à un moment, quand on a vu qu'il n'avait que le moyen pour nous empêcher, en fin de compte, de voler, d'appuyer sur la question de la carte grise de notre avion, eh bien, on a dit, bah, c'est pas grave, on va venir avec un avion qui va avoir une carte grise un peu différente, une carte grise, un avion certifié au niveau européen, et dans ces cas-là, il n'y aura plus de raison pour qu'ils nous empêchent de voler, et c'est ce qui s'est passé. Donc en gros, on a été dans l'obligation d'arrêter de voler avec notre premier avion, qu'on essaye d'ailleurs de vendre là en ce moment, ce qui nous permettrait de financer une partie des opérations avec le nouvel avion. Et grâce à une levée de fonds assez conséquente, on a pu acheter un deuxième avion certifié au niveau européen. Et puis, bon, pour la petite histoire, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a choisi le type d'avion qu'on utilise là maintenant, mais c'est le même type d'avion qu'utilise l'agence Frontex. Donc, pour des raisons déjà techniques, parce que c'est un bon avion pour faire ce travail-là. Donc, en choisissant un avion similaire, on s'est aussi dit que si ce coup-ci, il nous arrêtait, il nous empêchait de voler parce que l'avion n'était pas bon, il aurait fallu qu'il nous explique pourquoi l'avion de Frontex peut voler et pourquoi pas le nôtre. Bon, on n'en est pas là, heureusement, aujourd'hui. On a pu reprendre nos vols sans discontinu quasiment depuis décembre dernier et on espère bien continuer. Mais encore une fois, notre présence, elle gêne. Elle gêne clairement. Alors du coup, j'espère avoir répondu à la question. Oups. Tu as répondu à la question, merci. N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez la moindre question. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, on ne vous entend plus. Alors. Ah, nous avons sûrement perdu la personne qui voulait poser une question. Si d'autres questions se présentent. De Bioforce, étudiante à Bioforce. Malheureusement, je n'entends pas la question. La communication ne permet pas de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Personnellement, j'ai pas pu entendre la question. Vous pouvez poser la question via la conversation et nous la lirons.
En attendant, d'autres personnes? Oui, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux. Ah, parfait. Eh ben, c'est Zélie, du coup, étudiante à Bioforce. Bonjour Zélie. Je voulais savoir, pour les modalités pour le bénévolat, j'ai entendu tout à l'heure, José, que tu disais que c'était principalement 1 mois minimum pour une question de praticité, tout ça. Et est-ce qu'il y a des moments dans l'année où c'est plus valable, c'est mieux, ou est-ce que il y a que ou c'est tout au long de l'année sans problème? Alors, en fin de compte, c'est tout au long de l'année. Et puis, il y a un souhait, puis après, il y a la réalité. C'est vrai qu'on préfère partir avec une équipe opérationnelle qui va rester environ voilà, entre 3 et 5 semaines sur zone, avant de pouvoir revenir faire la maintenance de l'avion. Ça dure en général 1 semaine à 2 semaines. Et puis après, bien, si les mêmes personnes, si la même équipe est toujours disponible et opérationnelle, eh bien, on repart avec la même équipe. Mais sinon, on en constitue une autre de gens qui ont fait autre chose pendant quelques semaines et qui vont se joindre à nouveau à l'équipe. Donc, c'est comme ça, en gros, qu'on fonctionne. Et puis sinon, sur la question de la périodicité, bah, c'est toute l'année parce qu'en fin de compte, évidemment, pendant certaines périodes de l'année, les fenêtres météo sont un petit peu plus nombreuses, mais en fin de compte, les tentatives de traversée se font tout au long de l'année. On a repris en décembre et décembre, janvier, février, mars, on a repéré plus de 50 bateaux à ce moment-là. Donc, la nécessité d'être présent sur zone, elle est permanente. Après, ça ne veut pas dire qu'on vole tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'une équipe se déplace pour environ un mois, ça ne veut pas dire qu'on va voler tous les jours. Encore une fois, si pendant 2, 3, 4 jours, voire des fois plus, les conditions météorologiques ne sont pas propices, eh bien, on est là en stand-by, en attente. Alors, on ne fait pas rien parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, surtout dans une petite association comme la nôtre où plusieurs personnes font plusieurs choses. Mais du coup, l'idée, c'est d'être vraiment présent, prêt à décoller dès le lendemain si les conditions météorologiques s'améliorent. Donc, idéalement, on préférait évidemment avoir des gens qui s'engagent sur des périodes assez longues, sachant que ça peut être donc c'est environ un mois sur zone, mais après on fait on fait comme on peut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des bénévoles d'être tout au long de l'année disponibles. On en a bien conscience et c'est pour ça qu'on s'appuie aujourd'hui sur 2 et presque 3 équipes qui vont se relayer régulièrement pour pouvoir justement assurer une présence quasi constante. Ok, ça marche. Et bah, du coup, j'ai bien entendu ça. Et du coup, le contact, si on est intéressé à un moment de l'année, est-ce qu'on peut trouver le contact quelque part? Oui, bien sûr, on va faire en sorte que le contact soit disponible et du coup, ça m'amène à parler du fait que justement, on est à la recherche de bénévoles supplémentaires. Donc, si des gens sont intéressés par ce qu'on fait et souhaitent en savoir un petit peu plus, évidemment, on pourra poursuivre la discussion par échange de mails ou par téléphone, bien entendu, mais ça peut être également une bonne occasion d'en parler maintenant si certaines personnes sont intéressées et souhaitent avoir un petit peu plus de détails sur la manière de procéder pour postuler en fin de compte. Est-ce que tu cherches des compétences en particulier? Oui, c'est ce que je voulais. Ouais. Et pour quel métier, José? Alors, pour un métier qui n'existe pas, Ça, presque. on crée des métiers, c'est bien. Alors si, ce métier, il existe sûrement. Oui, bien sûr, il existe dans l'armée, il existe dans la police aux frontières, il existe sûrement dans les secours en mer également. Mais c'est vrai qu'à proprement parler, ce qu'on fait nous, on l'apprend. Oui, on l'apprend sur le tas en fin de compte. Donc pour le coup, on va surtout demander. Et comme on n'a pas l'intention de recruter parmi des retraités de la police ou de la gendarmerie ou de la police de l'air et des frontières, on va bien sûr essayer de former du mieux qu'on peut les gens qui souhaiteraient nous rejoindre. Alors, les qualités, être à bord observateur, c'est bien d'avoir déjà une bonne vue, mais ça tout le monde l'aura compris, avec ou sans correction d'ailleurs. Mais l'idée, c'est d'avoir une très bonne vue avec ou sans correction. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas le plus important finalement. Comme ce travail, je le disais, il s'apprend. Et on a aujourd'hui des équipes et des référents qui ont
qui ont fini par acquérir une expérience qui leur permet de la transmettre aujourd'hui à d'autres. Le plus important, finalement, dans notre contexte, c'est vraiment la capacité des gens à s'adapter, à s'intégrer finalement dans une équipe déjà existante, et puis à une vie qui ressemble un petit peu à une vie en colocation, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est sur zone à Lampedusa, je l'expliquais au début, on rencontre pas mal de difficultés pour se loger. On n'a pas réussi encore à trouver une sorte de guest house qui nous servirait également de bureau pour pouvoir loger tout le monde décemment et avoir un coin où on se retrouve justement pour travailler un petit peu tous ensemble. Donc, pour le moment, c'est encore une location de type Airbnb à une autre, et on essaye de trouver un endroit où on va pouvoir à un moment s'installer de façon un petit peu plus, on va dire, de façon un petit peu plus organisée, parce que finalement, on n'est pas censé là aussi être très très souvent au bureau, mais il faut quand même qu'on le soit un petit peu, et puis il faut surtout qu'on se repose entre deux vols, et ça c'est très très important. Donc du coup, voilà, les compétences, ça va être plutôt la capacité donc de s'intégrer à une équipe existante. La vue, j'en ai déjà parlé. Il faut un petit peu d'endurance. C'est pas des missions faciles. On peut pendant 2, 3, 4, 5 jours être bien moins occupé, mais on peut être aussi pendant une semaine à être amené à voler quasiment tous les jours. Et comme je le disais au début, des vols qui sont assez longs, de 5 à 7 heures. Donc, oui, si des gens un petit peu endurants, ou en tout cas prêts à endurer des longues journées de travail, c'est aussi important. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment, il n'y a pas de compétences particulières. On part du principe qu'aujourd'hui, des gens relativement jeunes ont les connaissances justement nécessaires en termes d'utilisation des outils informatiques. Alors, si en plus on recrute des volontaires, des bénévoles qui ont quelques connaissances de la gestion des réseaux sociaux, c'est un plus, parce qu'on essaye également de communiquer via ces médias-là. Donc, ça peut être quelque chose de pas inintéressant également. Mais voilà, en gros, non, en gros, on cherche des gens motivés, sensibles évidemment à la situation, mais ça, c'est même pas la peine de le préciser, capables de s'adapter, de s'intégrer au sein d'une équipe, et oui, et prêts à faire parfois des assez longues journées de travail. On fera passer le mot auprès de nos apprenants, vu que la plupart finissent leur formation fin juin. Ils seront peut-être intéressés. Eh bien, oui, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, il faut absolument faire passer le message. Et puis, encore une fois, hein, nous, on est à la recherche d'au moins 2, peut-être 3 personnes. Donc, voilà, pour reconstituer quelques équipes, et avoir un petit peu de marge aussi, justement, pour pouvoir jongler avec la disponibilité des uns et des autres. Alors, peut-être qu'à ce stade aussi, je peux préciser quelque chose aussi, c'est que, bien sûr, il y a le travail des observateurs, j'en ai déjà parlé. On est donc, en plus du pilote qui, lui aussi, va observer le plus possible à l'extérieur, il va y avoir donc 1, 2 ou 3 observateurs supplémentaires dans l'avion, mais il y a aussi un agent de liaison. Donc, c'est une personne qui, elle, reste à terre, et avec qui on va communiquer justement sur les cas de détresse, et qui sera en charge ensuite d'envoyer les messages aux différents centres de coordination des secours en mer. Ce travail-là, c'est souvent donc un observateur qui a déjà eu de l'expérience, qui a déjà acquis une certaine expérience à bord de l'avion, qui va le faire également. Et pour le coup, une fois qu'on a été sur zone dans l'avion et qu'on a fait le travail d'observateur et également d'agent de liaison au sol, c'est un travail qu'on peut faire à distance ensuite, puisqu'il suffit simplement d'avoir un téléphone et une bonne connexion Internet pour pouvoir recevoir nos messages et ensuite les transmettre au centre de secours. Mais ce travail ne peut se faire à distance, ce travail d'agent de liaison, il ne peut se faire à distance qu'une fois qu'on a été au moins une fois, voire 2, voire 3 déjà en mission, qu'on voit bien qu'on connaît bien l'environnement de travail, qu'on voit bien comment tout ça s'organise. À partir de là, c'est un travail qu'on peut tout à fait également faire à distance. Et ces derniers temps, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que des observateurs qui avaient pu donc acquérir l'expérience nécessaire sur zone ces dernières semaines ont été nos agents de liaison depuis la France, depuis la Belgique, depuis l'Italie. Enfin bref, c'est tout à fait envisageable. Ça demande simplement du coup
du temps. Il faut être effectivement réactif aux échanges de mails, aux échanges par d'autres moyens. Et puis, bien entendu, lorsque l'avion décolle, il faut être devant son ordinateur et pour pouvoir justement suivre tout le déroulé du vol et pouvoir répondre aux questions des observateurs à bord. Mais voilà, ça demande de la disponibilité, une ligne téléphonique et Internet et de l'expérience acquise avant. C'est noté, merci. Et est-ce que par rapport à, José, ton organisation, tu as peut-être besoin de relais ou comment d'autres personnes qui pourraient aider, qui ne sont pas en capacité d'aller sur zone ou en mission, est-ce que ces personnes ont la possibilité d'aider ton organisation? Alors oui, très certainement, mais quand on me pose la question, j'ai toujours des difficultés à répondre parce que seuls les gens justement qui à un moment sont au courant du projet, enfin sont au courant de l'initiative, savent comment on travaille, pourraient à un moment nous dire justement de quelle manière ils pourraient nous aider. Des relais, oui, à minima bien sûr en parlant de l'initiative, je pense que c'est important. Ensuite, vous l'aurez compris, hein, la levée de fonds, ça reste une problématique permanente, mais bon, voilà, qu'on rencontre tous à un moment ou un autre. Donc, le simple fait de parler du projet et d'élargir finalement le nombre de gens qui prennent connaissance de l'initiative, bien à un moment, ça pourrait déclencher des soutiens. Des soutiens, pas forcément d'ailleurs que financiers, hein. Il nous en faut de l'argent, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Le simple fait déjà de parler de l'initiative, ça permettrait peut-être justement des mises en relation avec des gens qui seraient susceptibles de nous aider d'une manière ou d'une autre. Désolé, je ne suis pas très précis sur cette réponse, Gilles, parce que c'est toujours un petit peu difficile pour moi de savoir comment d'autres personnes pourraient nous aider. Du soutien, on en a besoin, ça c'est clair, de différentes natures. Maintenant, ouais, je ne sais pas de quel. Voilà, je ne peux pas répondre malheureusement aujourd'hui, là, tout de suite, en tout cas, de façon plus précise à ta question, Gilles. Je vais y réfléchir. Alors, c'était effectivement au cas où il y a des stagiaires qui n'étaient pas forcément disponibles et qui effectivement pouvaient soit relayer l'organisation ou, je ne sais pas, contribuer effectivement soit à la gouvernance, je ne sais pas, il y a d'autres organisations qui se sont créées récemment autour de cette problématique. Je pense à SOS Méditerranée qui crée des bureaux dans des grandes villes pour essayer à la fois témoigner et du coup sensibiliser aussi l'opinion publique sur ces problématiques-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous si vous l'aviez évoqué dans votre organisation Pilote Volontaire. Oui, alors on l'avait évoqué effectivement, et c'est vrai que les antennes qui se sont créées et qui relaient le message des actions d'SOS Méditerranée est assez remarquable, je trouve. Il y a eu un véritable mouvement citoyen autour de leur initiative, ça a vraiment pris. On y avait pensé à un moment. Le problème, la raison pour laquelle on a été dans l'incapacité pour le moment de le mettre en œuvre, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et malheureusement, ce temps, pour le moment, on l'a pas. On l'a pas, et comme on privilégie, et c'est déjà pas simple, les opérations, eh bien, on n'a pas pu encore, à ce stade-là, dégager suffisamment de temps pour mettre en place justement une structure qui permettrait d'ouvrir un petit peu des antennes dans différentes villes, faire de la diffusion, expliquer. On n'a pas atteint ce stade-là encore. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'atteindra un jour, parce que je ne suis pas certain qu'on a vocation à grandir beaucoup plus. Alors, en même temps, je dis ça, et puis quelques minutes plus tôt, je vous disais que j'aimerais bien qu'on arrive à lever des fonds supplémentaires pour lancer une initiative similaire aux Canaries. Mais bref, malgré tout, je ne pense pas qu'on ait vocation à grandir beaucoup. Et finalement, notre budget de fonctionnement, même si ça devait être un budget qui nous permettrait
de mener 2 actions, une en Méditerranée et une autre en Atlantique du côté des îles Canaries. Ça n'est pas non plus des budgets qui sont extrêmement élevés. Donc, je ne sais pas si ça vaudrait la peine de mettre en place une structure un petit peu similaire, enfin, en tout cas en termes d'antenne et de relais, comme l'a fait SOS Méditerranée. Leur budget, à eux, il est beaucoup plus important. Je crois que s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient été tout simplement dans l'incapacité de lever des fonds suffisants pour pouvoir mener à bien leurs opérations. Je ne sais pas si on va devoir en passer par là. Je ne sais pas. C'est lourd après à gérer. C'est très lourd aussi. Mine de rien, c'est lourd à gérer. Il faut beaucoup de bonne volonté. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Oui, tout à fait, je comprends. Mais voilà, c'est comme si dans l'audience, il y avait des gens qui voulaient t'aider sur ce point-là, au moins ta réponse est claire. Tu as peut-être déjà répondu, mais l'ordre de grandeur de la durée des missions, c'est des semaines, des mois, Alors, les missions sur zone, c'est entre 3 et 5 semaines. Mais ça peut être aussi parfois des missions plus courtes. Encore une fois, si on n'a pas le choix, on est prêt à les réduire. Ça pourrait être 2 équipes qui resteraient environ 2 semaines sur zone. Mais en gros, la durée des missions, elle est dictée par les maintenances de l'avion. Donc, toutes les 100 heures, ce qui correspond à peu près à 3 à 6 semaines, 3 à 5 semaines de présence sur zone, on est obligé de rentrer pour faire la maintenance de l'avion. Donc, voilà. Donc, en gros, il faut être prêt à rester, on va dire, à minima 2 semaines et si possible 4 environ. Mais encore une fois, on s'adapte. On fera avec les disponibilités des uns et des autres. On n'a pas d'autre choix puisqu'encore une fois, les gens sont bénévoles et on ne peut pas leur demander l'impossible. Ok, merci. Nous, ce qu'on voudrait à terme, et je l'ai déjà évoqué, je ne sais pas si, mais si tu veux, nous, ce qu'on voudrait à terme, c'est pas d'avoir une équipe trop nombreuse qui resterait trop peu de temps sur zone, même si ces mêmes équipes se relayeraient et reviendraient régulièrement, parce que ça a un coût, mais également parce qu'en termes de capitalisation d'expérience, c'est un problème. Quand tu as été sur zone une fois ou 2 fois, que tu as fait une dizaine, une vingtaine de vols, et que tu reviens, tu reviens avec cette expérience-là. Et elle est très, très importante dans le contexte dans lequel on travaille. Si on a des équipes très nombreuses, mais qui viennent que pour une semaine ou 2, qui au final vont faire que 2 ou 3 ou 4 vols, ce n'est pas suffisant pour capitaliser de l'expérience et pour être efficace le coup d'après. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier, des bonnes volontés et des gens qui nous ont envoyé des candidatures. On en a beaucoup, beaucoup reçu. Mais voilà, les gens ne sont pas suffisamment disponibles, malheureusement. Donc, nous, ce qu'on va privilégier aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on est parvenu à faire depuis la reprise en décembre dernier, c'est une petite équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, qui prend plaisir malgré tout, même si le contexte est difficile, mais à travailler ensemble dans la bienveillance. Pour nous, c'est extrêmement important. On ne peut pas se permettre des conflits comme d'autres organisations. On est trop petit, c'est trop important pour perdre de l'énergie et du temps à gérer des problèmes d'ordre relationnel. Donc, nous, ce qu'on tire, on met vraiment, c'est très, très important pour nous de constituer une petite équipe qui capitalise de l'expérience, qui se connaît et qui prend plaisir, encore une fois, à travailler ensemble. C'est ça qui est essentiel pour nous. Parfait. Quel conseil vous donneriez à nos étudiants qui veulent créer leur ONG ou leur association? Oula, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner en la matière, parce qu'en ce qui me concerne, je n'avais pas du tout prévu un jour de me retrouver à créer une asso, à rassembler une équipe et à essayer de faire ce qu'on fait depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Alors, je ne suis pas forcément le plus
le plus indiqué pour donner des conseils en la matière. Mais du coup, à minima, d'abord d'aller comment dire, à minima d'aller évidemment sur le terrain un certain nombre de fois, si possible avec, alors pas forcément avec beaucoup d'organisations, parce que finalement, quand on est bien au sein d'une organisation, on n'est pas obligé d'en changer. C'est mon cas finalement. Ces 27 dernières années, je n'ai travaillé qu'avec avec 3 organisations. Donc, le fait de multiplier les expériences avec différentes organisations n'est pas forcément un critère, mais après, ça peut être aussi intéressant d'aller voir comment font un peu les autres. Mais non, sinon, ça serait ça. Ça serait d'abord accumuler de l'expérience, voir un peu comment tout ça se passe. Et puis après, si effectivement les gens ont envie de se lancer, mais bon, voilà, il y a déjà beaucoup d'organisations existantes pour a priori mettre ces compétences au service d'une d'entre elles. Maintenant, s'il y a s'il y a un manque à un moment, s'il y a quelque chose à faire, été forcément fait ou bien fait, et évidemment, pourquoi pas, mais bon, voilà, vous l'aurez compris, tu l'auras compris, Amina, je ne pense pas être le plus indiqué pour donner des conseils en la matière. Oh. Si, vous l'avez fait, donc c'est déjà bien. Oui, mais bon. C'était pas un objectif. C'était pas du tout un objectif. C'était pas du tout prévu comme ça. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui était prévu d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, les élèves étudiants Bioforce qui sont dans le public, à poser vos questions. Hein, c'est l'occasion. Puisque José, après, prendra son avion, donc il ne sera pas trop joignable. Je crois que, enfin, moi, pour prolonger un peu la question d'Amina, José, peut-être venir un peu sur le terrain un peu plus personnel. Moi, ce qui est intéressant peut-être à partager avec nos étudiants de cette année et nos étudiants des années précédentes, enfin, c'est comment enfin, tu vis énormément de difficultés au quotidien. Tu as vécu énormément de difficultés, d'obstacles, des moyens financiers, des problématiques politiques. Donc voilà, comment surmonter en fait tous ces obstacles, voilà, et arriver à maintenir cette détermination dont tu fais preuve pour arriver, malgré tous ces obstacles, à faire voler ton petit avion. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors oui, des obstacles, il n'en manque pas, et il va très certainement y en avoir encore. Maintenant, comment dire, comment expliquer ça? Au moment de l'initiative, je dis pas que tout ça s'est passé quasiment malgré moi, mais j'ai quand même un petit peu des fois le sentiment que je n'avais pas d'autre choix. Dans le sens où le constat, il était fait. Le besoin, il était avéré. Il se trouve que les compétences pour le mettre en œuvre, je les avais acquises au cours des années passées. Et en plus, j'avais quelques économies et celles d'autres amis qui ont permis de lancer le projet très rapidement. Je n'avais pas d'autre choix. Et puis, une fois qu'on commence, qu'on se confronte à cette réalité, même si on s'est déjà bien documenté en amont et qu'on la connaît bien, lorsqu'on procède au premier repérage et qu'on voit de nos yeux la situation dans laquelle se retrouvent ces gens, j'ai envie de dire que si toutefois on manquait de motivation au départ, ce qui n'était pas mon cas, on redouble de détermination après ça, quoi. Et effectivement, on s'accroche et on résout les problèmes les uns après les autres, et on essaye à chaque fois de faire mieux, et on n'a presque plus le choix. Alors si, on pourrait tout arrêter, et puis c'est peut-être un moment justement les finances qui nous manqueront, qui feront qu'on
pourra plus continuer, mais j'y crois pas. Je pense qu'on va trouver des solutions, qu'elles soient financières ou autres, pour continuer, parce que malheureusement, le besoin est là, et les situations absolument dramatiques se poursuivent. Donc ça nous donne une énergie assez phénoménale. Lorsqu'on est en mission, il peut arriver qu'on dort. Je peux juste vous dire qu'étonnamment, en ce qui me concerne en tout cas, et je crois que je peux parler au nom des autres membres de l'équipe, on se réveille avec une facilité absolument déconcertante, parce qu'on sait pourquoi on se lève, on sait ce qui va se passer dans la journée, on sait que potentiellement, si on trouve un bateau, 2, 3 ou plus ou moins, enfin c'est pas ce qui est important, mais on sait que potentiellement on va permettre à quelques dizaines de personnes, voire centaines de personnes, de se retrouver à un moment à nouveau en sécurité. Et ça, c'est extrêmement comment dire, stimulant, quoi. C'est dans le sens où voilà, on sait pourquoi on se lève le matin. On sait pourquoi on se lève le matin, et si on rencontre des difficultés, voilà, ça fait partie. De toute façon, j'ai jamais imaginé que ce projet, surtout dans le contexte géopolitique dans lequel on allait le lancer, allait être une chose facile. Donc, j'étais préparé à ce que ça soit compliqué. Ça l'a été, ça l'est un petit peu moins, redevenir à nouveau. Donc voilà. José, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, très bien. J'ai une petite question. Je suis désolé par avance si tu as déjà répondu, parce que j'ai eu des petites coupures de réseau. J'avais une petite question par rapport au financement sur place, un peu comment ça se passait par rapport au logement, nourriture, etc. Enfin, je ne sais pas s'il y a une estimation des volontaires actuellement, combien ils payent, ou un truc comme ça. Alors oui, non, alors c'est un sujet qu'on a abordé, mais partiellement seulement. Donc du coup, je donne bien volontiers des précisions. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est tous bénévoles, même si on envisage dans peu de temps, j'espère, de commencer à rémunérer quelques personnes. Mais pour le moment, tout ce qu'on peut offrir, entre guillemets, c'est évidemment la prise en charge du déplacement sur zone, la prise en charge du logement, qui est un logement commun, évidemment, qu'à minima, chacun ait sa chambre pour pouvoir avoir un minimum d'intimité quand c'est nécessaire. Et ensuite, on vit dans une pièce commune où on travaille, où on fait la cuisine ensemble, où on fait les courses ensemble. Voilà en gros comment se passe la mission. Donc les bénévoles qui viennent en mission, on prend en charge leur logement, on prend en charge leur nourriture, et les frais de déplacement également jusqu'à Lille lorsque les bénévoles ne font pas le convoyage avec moi dans l'avion, parce qu'on essaye aussi là, pour limiter les frais, de pas voilà, quand là on vient de rentrer pour la maintenance de l'avion, on était 4 dans l'avion, ça nous a permis d'économiser voilà 4 billets d'avion, et on va essayer de faire la même chose au départ. On essaye de partir, on essaye de se rassembler là où est l'avion, et quand il sort de l'atelier, on part de là, et on part ensuite sur l'île de Lampedusa. Donc voilà, on ne peut pas rémunérer les gens, mais on fait à minima en sorte que ça ne leur coûte pas. Donc, prise en charge du déplacement, prise en charge du logement et de la nourriture sur place. Ah, ok, bah, je ne m'attendais pas à ça, ça marche. Et deuxième petite question, toi, tu es le seul pilote, ou du coup, parmi les amis avec qui tu as créé tout ça, il y a d'autres pilotes? Tu supportes du coup toutes ces actions, enfin tu supportes. Il n'y a que toi qui pilotes l'avion tout le temps? Alors, on va dire que je suis le pilote principal. Je fais pratiquement tous les vols, et lorsque je ne vole pas en tant que pilote, je suis quand même à bord de l'avion en tant qu'observateur. Et pour le moment, on a un autre pilote qui, de temps en temps, lorsqu'il est disponible également, vient me donner un coup de main pour assurer une partie des vols. Mais je suis pratiquement le seul pilote aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y a pas mal de pilotes bénévoles qui se sont joints à l'initiative. Il y avait des pilotes donc privés, certains avaient des licences professionnelles, mais la plupart des pilotes étaient des pilotes qui n'étaient pas qualifiés pour la machine en fin de compte qu'on utilise aujourd'hui. On avait un monomoteur assez simple, et là on a un avion bimoteur un petit peu plus complexe, et ça nécessite des qualifications et une expérience un petit peu différente. Donc pour le moment, la plupart des anciens pilotes n'ont pas pu continuer. Après, c'est pas seulement les qualifications qui ont sur la machine qui ont fait que la plupart des pilotes qui ont pu voler à une époque ne sont plus là aujourd'hui. C'est principalement la disponibilité, quoi. Là aussi, on a reçu énormément de candidatures de pilotes qui voulaient absolument venir faire une mission,
Mais voilà, quoi. Donc, des gens qui étaient prêts à s'engager sur des périodes plus longues, ça devient beaucoup plus difficile, quoi. Et encore une fois, l'expérience sur zone, dans ce contexte très particulier, est quelque chose de primordial. Et ce n'est pas juste une expérience en heure de vol, c'est vraiment une expérience d'heure de vol dans ce contexte-là. Et ça, personne ne l'a, a priori. Il faut venir sur zone pour l'acquérir. Donc voilà, donc pour le moment, je suis le pilote principal, on va dire. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Savez-vous s'il y a d'autres initiatives comme ça, mais plutôt sur d'autres continents, en Australie, en Amérique latine? Alors non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance dans d'autres continents. Après, est-ce que la problématique des tentatives de traversée se retrouve ailleurs? Je ne sais pas. Très, très probablement, oui. Mais pas à ma connaissance sur d'autres continents. Après, il y a une initiative similaire à la nôtre qui est donc menée par un des bateaux allemands d'une ONG qui tente également de déployer un avion dans des circonstances enfin, dans un contexte et d'une manière très similaire à la nôtre. Et il nous arrive parfois d'être présents sur zone ensemble. Ça s'est arrivé très peu malheureusement parce qu'ils ont rencontré un certain nombre de difficultés aussi de leur côté, plutôt d'ordre technique qu'autre chose, mais qui a fait qu'on n'a pas été très souvent présents ensemble sur zone, mais c'est arrivé à plusieurs reprises et il n'est pas impossible que ça arrive à nouveau. D'accord, merci. Non, je parlais de l'Australie puisqu'il y a pas mal de traversées en bateau également là-bas. On n'en parle pas trop, on en parle moins, de l'enfermement, des migrants, sur les îles, pas très hospitalières. Donc voilà, donc j'aurais voulu savoir si de votre côté, vous connaissiez des initiatives. C'est à creuser. Non. Oui, alors effectivement, Amina, la situation en Australie, on la connaît un tout petit peu. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis un petit peu documenté là-dessus. Maintenant, je n'ai pas d'infos sur, on va dire, sur le nombre de tentatives et enfin, est-ce que ces gens se donnent effectivement des moyens d'y parvenir ou est-ce que ça se passe comment dire, est-ce que ça se passe de manière similaire qu'au départ de la Libye? J'ai pas d'informations là-dessus, mais il n'est pas impossible que certaines de ces tentatives de traversée vers l'Australie se passent également dans des conditions similaires à celles d'en face de la Libye et qu'il y ait une nécessité de mettre en place quelque chose de similaire. Je ne saurais pas le dire. Merci. Sur les îles Canaries, j'en suis pratiquement persuadé et on va pas tarder à en avoir la confirmation, comme je le disais tout à l'heure. J'ai encore une question parce que j'ai pas bien capté tout à l'heure quand tu disais que les gardes-côtes libyens ils voulaient intercepter les personnes ils interceptaient les personnes en bateau en premier. Et c'est quoi leur intérêt dans tout ça? Leur intérêt, c'est en fin de compte de justifier d'une certaine manière l'argent qu'ils reçoivent de l'Europe et la formation qu'ils reçoivent et le matériel qu'ils reçoivent. Ça permet de justifier la réception de tout ça. Les Libyens, les gardes-côtes libyens, aujourd'hui, s'ils ne bénéficiaient pas du soutien de l'Europe à différents niveaux, ils seraient dans l'incapacité d'assurer, on va dire, ils seraient dans l'incapacité de procéder à ces interceptions. Comment je peux le dire? Leur intérêt, encore une fois, c'est justifier l'argent et la formation et le matériel qu'ils reçoivent de l'Europe qui leur demande de faire ce travail. Ok, donc c'est une demande de l'Europe, c'est en gros une demande de l'Europe d'arrêter les migrations qui sont en mer. Exactement. Ok, ça marche. Pour préciser un petit peu, les zones de responsabilité en ce qui concerne le secours en mer sont bien déterminées et dépendent évidemment et sont sous la responsabilité de chaque pays qui a une côte à surveiller en gros. Donc la zone qui est sous responsabilité libyenne, pendant de nombreuses années, elle était inactive
pour une simple et bonne raison, c'est que la Libye étant un pays en guerre, elle était dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités en termes de secours. Donc cette immense zone de secours, elle a été pendant de nombreuses années sous la responsabilité de Malte et de l'Italie. Et au tout début, en 2014-2015, lorsque des bateaux comme celui des SOS Méditerranée se sont rendus dans cette zone-là, eh bien, lorsqu'ils repéraient des bateaux en détresse et lorsqu'ils portaient secours à des personnes en détresse, eh bien, leurs seuls interlocuteurs étaient soit l'Italie, soit Malte. C'est d'ailleurs soit l'Italie qui leur attribuait officiellement des cas de secours lorsque ces cas étaient connus. Et bien entendu, ça a plutôt bien fonctionné. Mais rapidement, les choses ont changé. Et en 2017, la zone de responsabilité libyenne a été, réactivée. Et du coup, depuis, l'Europe donne des moyens considérables, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, de façon à ce que les Libyens puissent intercepter un maximum de gens dans leur zone, mais je le disais aussi au début, même au-delà de leur zone de responsabilité, de façon à ce que ces gens soient ramenés en Libye et que ça fasse en fin de compte autant moins de dossiers potentiels de demande d'asile à traiter. C'est aussi bête que ça, malheureusement. Il y a une véritable volonté politique au niveau européen de faire en sorte qu'un maximum de gens soient interceptés et ramenés en Libye. Et je peux vous dire que les moyens qui sont employés à cette tâche sont considérables. Depuis déjà quelques mois, les avions de l'agence Frontex ne suffisaient pas. Ils viennent d'y rajouter un drone qui peut voler plusieurs dizaines d'heures d'affilée, jour et nuit, en permanence, pour patrouiller dans la zone. Et ce drone, malheureusement, nous, sur zone, on le croise très, très régulièrement au-dessus de notre tête. Et moi, j'ai une petite dernière question. Du coup, vous, dans l'assaut, vous n'avez aucun contact avec les personnes secourues ou en mer? Alors non, nous, au sein de l'assaut, il est assez rare qu'on ait des contacts avec les personnes secourues en mer. C'est vrai que oui, c'est le cas. Alors quand même, il y a quelques exceptions. Lorsqu'on est présent à Lampedusa, il nous arrive d'assister à ce qu'on appelle des arrivées autonomes. Donc quelques bateaux qui parviennent, mais principalement de la Tunisie, même si ces derniers temps on constate une augmentation des arrivées autonomes au départ de la Libye, mais ça reste encore assez anecdotique malheureusement. Mais tout ça pour dire que sur l'île de Lampedusa, comme certaines personnes arrivent par leurs propres moyens ou alors sont interceptées par les gardes-côtes libyens lorsqu'ils sont déjà proches de l'île de Lampedusa, il y a sur place des organisations qui tentent de leur apporter une aide lorsque ces gens sont débarqués avant d'être transférés dans le centre de rétention donc de Lampedusa, mais qui est tout petit. Et depuis les histoires du Covid, il y a carrément un, voire deux ferries immenses sur lesquels sont transférés en fin de compte les personnes exilées qui arrivent sur l'île de Lampedusa. Les gens ils sont donc directement. Je crois que ça a coupé, non? Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Oui, on entend bien. Ah, parce que là j'ai. Alors, juste un petit instant. Ouais, on t'entend bien, hein, José. Alors, juste un petit instant, ça y est. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que la plupart des gens sont donc aujourd'hui mis directement sur les bateaux de quarantaine. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais pour répondre plutôt à ta question, il m'est arrivé à plusieurs reprises quand même d'avoir quelques contacts avec ces personnes parce que on était accueillis à une époque par une petite ONG avec lesquelles on a encore de très très bons contacts, avec lesquelles on échange beaucoup aussi d'informations, qui s'appelle Mediterranean Hope. C'est une petite organisation italienne qui est basée sur l'île de Lampedusa, qui essaye d'être à quai lorsque ces gens sont débarqués, quand c'était encore le cas, et ça l'est encore quand il y a des arrivées autonomes. Et du coup, la soirée, parce que c'est souvent dans la soirée que ça se passe, il m'est arrivé de me joindre à l'équipe de bénévoles de Mediterranean Hope pour leur donner un coup de main à quai, pour transporter eau, les quelques sandwichs qu'ils amènent, de l'eau et des couvertures de survie.
Et cette organisation, elle est autorisée, elle est tolérée sur le quai où sont donc débarquées les personnes qui arrivent avant d'être mis dans des petites navettes de type minibus et d'être donc envoyés dans le centre, quand ça se passait encore comme ça. Donc, du coup, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pouvoir m'entretenir avec les gens qui étaient parvenus à traverser. Mais par contre, avec les gens qu'on a repérés, nous, depuis l'avion, jusqu'à présent, non, ça s'est pas produit. Et c'est pas censé. Enfin, il y a peu de chances pour que ça se fasse. Alors, j'aimerais bien un jour pouvoir rencontrer des gens. Voilà, qu'on aura quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant secourus en mer, mais pour le moment, ça ne s'est pas produit. Ça marche, merci beaucoup. Mais du coup, tu prends jamais de repos. Enfin, comme tu décris la chose, tu as l'air vraiment hyper actif. C'est pas trop dur tout ça? Ah oui, alors le repos, oui, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, donc du coup j'ai fait le calcul et effectivement mes derniers congés remontent à il y a 4 ans. Ouais. Donc il va falloir que j'y pense quand même un moment. Mais bon, oui, non, c'est pas de. Non, pour le moment, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement et d'énergie, mais l'idée, voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il va falloir tenir sur la distance. Et j'ai bien l'intention, effectivement, d'arriver quand même à prendre quelques jours de congé dans les mois qui viennent. Mais avant ça, justement, il faut qu'on consolide un petit peu l'équipe, que l'équipe nouvelle voilà, engrange une certaine expérience. Et puis, une fois que cet objectif sera atteint, et on n'est pas loin de l'atteindre, je pourrais, dans quelques mois, prendre quelques jours de congé. Mais en même temps, je ne te cache pas que je ne sais pas trop, ce que je vais en faire. Alors, pour le moment, voilà, c'est pas d'actualité. Ça marche. Et bah, chapeau en tout cas. Moi, j'ai juste un petit coucou. En fait, c'est Cyril, promo 93. Bonjour José, ça fait très longtemps. Si tu as besoin de prendre des vacances, on t'invite en Périgord en tout cas. Ah, pas mal. C'est bien noté, Cyril. Bien sûr, ton nom, oui. Ah oui, bien sûr, Cyril Debray. Oui, ok. Mais tu as dû changer, donc, comme moi d'ailleurs, comme nous tous depuis 93. Je ne sais pas si je t'aurais reconnu dans la rue. Je ne sais pas si je te reconnaîtrais dans la rue. Non, à mon avis, non. Mais c'est passionnant, hein, bravo. Merci. Et l'invitation tient toujours. Hein. C'est bien noté. C'est bien noté. Du coup, moi, je me suis réinstallé avec toute ma famille il y a maintenant 2 ans dans le budget du coup. Voilà. C'était pas aussi prévu au programme, mais il a fallu se réorganiser. Et puis du coup, je suis un petit peu de retour en France. La question, c'est est-ce que l'invitation est valable pour d'autres promotions que 93? Non, je rigole. Ah ça doit pouvoir se négocier tout ça. Luc Fagot, que je salue d'ailleurs, a pu en profiter un petit peu d'ailleurs. Et bon, je pense que le coin est très sympa et je pense qu'on pourrait inviter du monde malgré tout. Ouais, merci Cyril pour l'invitation. On en profitera d'ailleurs peut-être bientôt parce qu'on a un petit saut dans l'Hexagone prévu pour le mois de juillet. Moi, je vous inviterai bien, mais bon, il y a 10 000 km à faire, donc ça fait un petit bout de chemin. En tout cas, c'est formidable. Je suis un peu perdu au milieu de l'océan Indien. Bon, enfin, donc, on peut faire un formulaire d'inscription pour les invitations en Périgord, pas de souci. Donc, y a-t-il d'autres questions ou laissons-nous un mot de la fin, laissons le mot de la fin à José? J'ai une dernière question. Du coup, on s'organise comment pour les équipes des mois prochains là? José, vous avez entendu? Oui, je crois. On va commencer donc. On va commencer à rassembler les candidatures et puis voir qui est disponible.
motivé et prêt à repartir assez vite, hein, parce que si tout se passe bien, un des critères au niveau du recrutement, ça va être la disponibilité, et en l'occurrence, la disponibilité peut-être pour dans les 10 jours qui viennent, ou peut-être moins. Ah bah dans les 10 jours qui viennent, ça va être chaud, mais moi j'ai qu'une semaine en juillet. Mais du coup, une semaine, c'est pas assez d'après ce que tu as dit. Une semaine, ça fait court, ouais. Une semaine, ça Et fait bah court. dans ce cas-là, ce sera pour octobre, mais je te recontacterai d'ici là du coup. Très bien. Nous compilerons les demandes qui seront faites après le visionnage de l'enregistrement au besoin. Donc voilà, donc José, je te laisse dire un dernier mot. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon vous remercier évidemment, remercier Gilles, parce que finalement avec Gilles, ça fait quand même quelques années qu'on se croise sans se rencontrer. Donc j'étais très heureux évidemment de pouvoir te rencontrer il n'y a pas si longtemps, et puis aujourd'hui pouvoir permettre l'organisation de cette petite réunion. Merci bien sûr à Marie, finalement, avec qui était une des toutes premières à qui j'ai parlé, à Bioforce en tout cas, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, du projet. Et puis j'espère que ça aura suscité un certain intérêt. N'hésitez pas, d'une manière ou d'une autre, j'imagine qu'on fera en sorte que mon adresse mail soit disponible, et mes coordonnées, de manière à ce que s'il y a des gens après cette réunion souhaitent m'adresser d'autres questions, puissent le faire. Et puis en l'occurrence, des gens qui souhaiteraient aussi postuler puissent le faire. Donc merci à vous tous, merci d'avoir assisté aujourd'hui à cette petite présentation. Pour certains de loin, je ne sais pas quel est le décalage horaire du coup pour toi, Luc, là, mais bon, voilà, merci à vous tous, et puis peut-être à bientôt dans le Périgord ou ailleurs pour certains alors. Bon, c'est noté en tout cas pour le Périgord. Je pense que tout le monde a noté pour le Périgord et le budget. Voilà. Ce sera un vrai plaisir, franchement. Donc, un grand merci. Donc, peut-être que Gilles a un mot. Je voulais juste te remercier, José. Effectivement, c'est toujours très, très inspirant de t'entendre, de partager ta détermination et pouvoir vraiment profiter de tes éclairages sur cette expérience très, très riche. Merci, vraiment, c'était très, très riche. J'espère que ça, je suis certain que ça a intéressé beaucoup des participants à cette conférence, et en tout cas, sache qu'on sera toujours à tes côtés pour te soutenir dans cette superbe initiative. Bravo, on sera là, on pourra faire tout ce qu'on pourra faire, on le fera pour t'aider. Et j'espère que ça va susciter plein de vocations parmi nos étudiants, et puis que l'intérêt va se prolonger aussi pour les autres, et pouvoir relayer ton message, ton témoignage, tes préoccupations sur ce qui se passe au quotidien dans la Méditerranée et qui nous touche. Vraiment, encore merci pour ce partage, bravo, et puis bon retour à Lampedusa. Et on est de tout cœur avec toi. Encore un grand merci à vous tous, bien sûr. Il y aurait encore plein de choses à dire sur le sujet, mais du coup, on se reverra peut-être à nouveau très bientôt pour approfondir du coup certaines questions, pour approfondir la question de ce qui se passe sur le territoire libyen, pour approfondir la question des conditions dans lesquelles justement se passent ces interceptions, qui parfois se passent très très mal. Enfin bref, il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Donc, encore merci en tout cas à tous. Merci à vous. Juste pour information, nous allons recevoir dans l'automne SOS Méditerranée pour le cycle de conférence Bioforce. Si vous posez pied à Bioforce, n'hésitez pas à nous faire un coucou. J'organiserai une conférence autour de pilotes volontaires. Ça sera volontiers, parce que clairement, SOS Méditerranée, ça font partie des gens avec lesquels on travaille au quotidien quand ils sont présents sur zone. On a eu la chance de collaborer avec eux à 2 reprises depuis qu'ils sont de nouveau en mer avec l'Ocean Viking. On a pu faire des choses très intéressantes avec eux pendant leur présence. Ils sont en ce moment en cale sèche, et on est en contact quasi quotidien
avec eux. Ils ne vont pas tarder à revenir en mer. Et une des raisons pour laquelle on est en train de se dépêcher à faire la maintenance, c'est justement pour pouvoir être aussi dans les airs quand eux sont présents en mer. Et puis, on a eu aussi la chance ces derniers temps, ces derniers jours, pas plus tard que ces derniers jours, de collaborer avec MSF qui revient en mer avec un bateau, avec le Géo Barents, qui est un bateau magnifique et très très bien conçu pour justement faire du sauvetage en mer. Là maintenant, ils sont à la recherche d'un port sûr avec plus de 400 personnes à leur bord et ils vont devoir bien sûr maintenant débarquer tout le monde, se mettre en quarantaine avant de repartir, mais on espère aussi pouvoir collaborer avec eux sous très peu et voilà, on est là pour eux, pour eux tous. Et si on peut faire quelque chose en octobre à Bioforce avec SOS Méditerranée, en tout cas, moi, ça serait bien entendu bien volontiers. Mais en tout cas, clairement, c'est des gens avec qui on est en contact très régulièrement et on espère encore plus dans l'avenir. Ça voudra dire qu'ils seront parvenus à être encore plus présents en mer et c'est la seule chose qu'on souhaite.